Il a 24 ans, il vient d'Ivry-sur-Seine et tout le monde l'a découvert sur TikTok pendant le confinement où ses recettes ont provoqué du bonheur chez les gens, tout simplement. C'était du bonheur, c'est la seule chose que j'ai à dire. Diego Allary, bienvenue dans Verve Underground. Bonjour Mouloud, comment ça va? Merci de me recevoir. Tu es d'origine portugaise et espagnole. C'est ça. Plus jeune, toi, ce que tu voulais être, c'est footballeur. Donc tu allais dans un centre de formation. Le matin, école et le soir, entraînement. Est-ce que là, ça t'a donné la rigueur pour être cuisinier? Oui, une petite rigueur, ça m'a entraîné, on va dire, je pense. S'il n'y a pas d'entraînement, ça marche pas. Donc je pense que c'est ça, ouais, ça m'a surtout appris ça. Est-ce que l'esprit de compétition qu'a un sportif, on le retrouve dans la cuisine? Oui, carrément. À certains niveaux, ça dépend si c'est en grande brigade ou si c'est dans un petit restaurant. Mais carrément, il y a toujours un esprit de compète, toujours. Est-ce qu'être un chef, comme tu l'es, c'est un sport collectif? Oui, la cuisine, c'est un sport collectif. Je pense, en vrai, ce qui résume bien le truc, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment, dans la cuisine, c'est vraiment le cas. On a besoin de se reposer sur les autres. On a besoin de se reposer, on a besoin de déléguer aussi, d'avoir confiance aux gens et d'avoir une belle ambiance. Je pense que c'est important. D'accord. Tu te blesses au sport et là tu décides quoi? Je me blesse au sport. Ensuite, je décide pas grand-chose. Je pense qu'il y a eu un an où j'ai un peu divagué. Déjà, j'ai pas pu marcher pendant un an. Une année où tu étais immobilisé. Ouais, j'étais 6 mois en fauteuil roulant et après, j'ai dû me retransférer un peu sur l'école du coup parce que ça m'est arrivé très très jeune. Et donc du coup, moi l'école ça marchait pas du tout. Je savais pas trop quoi faire. Du coup, ça partait un peu en life à une période un peu en bêtise, etc. Et un jour, ma mère, on a parlé de cuisine, je sais pas, et je me suis rendu compte que ouais, ça pouvait grave être ça. Donc j'ai fait des démarches et tout, et j'ai commencé à faire une école de cuisine. Puis au début, je me rappelle, moi j'ai arrêté l'école en 4e, et le collège me disait non mais tu vas pas aller en CAP, pour eux c'était catastrophique et tout, je m'en rappelle, à Ivry-sur-Seine. Et au final, c'est ce qui s'est passé et ça s'est très bien passé, quoi. Et est-ce que la cuisine, c'est quelque chose qui canalise les énergies? Oui. Parce que toi, si tu dis que tu étais parti un peu du côté obscur de la force scolaire... Moi, j'avais besoin, je pense, quand j'ai commencé la cuisine à 16 ans, j'avais besoin de cadre. J'avais besoin du cadre que j'avais perdu au foot et d'avoir un peu... moi, j'ai toujours eu des éducateurs avec moi, j'ai toujours eu au collège, j'avais toujours une personne qui était référent avec moi et qui m'aidait, et c'est ce que un peu j'ai retrouvé et aussi dans le foot, les éducateurs sportifs, les entraîneurs, et c'est un peu ce que j'ai retrouvé avec la cuisine, mes chefs de cuisine, mes profs de cuisine, tout ça. Et quand on a, encore une fois, cette métaphore de la vie sportive, quand on a la culture aussi du résultat et de la gagne, à quoi on voit qu'on a gagné quand on cuisine? L'émotion, je pense. Le fait de se sentir... déjà, le retour d'un client, ça peut être ouf, ça peut être jouissif même, un bon retour. Et le fait, et puis quand tu commences la cuisine, quand tu apprends, le retour de tes chefs. En général, quand les chefs te disent rien, c'est que ça va. Est-ce qu'un resto, quand on est chef, un resto où les gens parlent pas et disent juste c'est qu'on a gagné? C'est-à-dire que les gens racontent pas leur life. Oui, je pense en vrai, c'est pas tout le monde qui dit c'est super bon à tout va. En vrai, c'est super. Ça peut être très bien. C'est la meilleure des victoires, en fait. Ouais, carrément. Parce que souvent, les restos où les gens font du bruit, rigolent, c'est qu'ils mangent pas des trucs terribles. Non, je pense que si tu passes un bon moment, c'est bon signe aussi, quand même. Tu prends le métro un jour et tu vas frapper à la porte de Jean Humbert, qui avait son restaurant L'Acajou dans le 16e arrondissement. Exactement. C'était quoi déjà? Raconte-moi juste quelque chose de très simple. C'est le trajet de chez toi à chez Jean Humbert. Qu'est-ce que tu te dis? RERC. Ouais, un peu en mode 8 Mile de la cuisine, tu vois. Ouais. C'était RERC. Et j'avais pas fait de cuisine avant ça. J'avais jamais touché une casserole. Et je l'ai vu comme ça à la télé, il passait sur Top Chef. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, ça peut être... je sais pas, il m'a inspiré quelque chose et je me suis dit, j'étais je suis toujours un peu comme ça, à toquer à tout va, à des portes, etc. Mais avant, je m'en foutais un peu des codes et de envoyer un CV. Je savais même pas comment faire un CV, à vrai dire, à 16 ans. Donc j'ai toqué à sa porte et je pense qu'il y a une connexion directe qui s'est faite et l'histoire a commencé comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Comment il t'a accueilli? Est-ce qu'il était accessible? Il m'a accueilli avec un café, déjà. J'ai trouvé ça super. Et oui, il a été super accessible.
Et il était en feu. Il a toujours été en feu, mais il était en feu parce que c'était le début. L'émission venait de sortir. Donc, je me rappelle, c'était l'Acajou, c'était au tout début. Enfin, quand moi j'y étais, c'était l'ébullition, quoi. Et je pense que tu connais aussi. On a connu ce restaurant mythique de Jean Albert. Ouais, carrément. Et donc, du coup, c'est là que tout a commencé. Il y a eu une connexion et puis il m'a conseillé. Et puis, j'ai fait un stage chez lui. Au final, j'ai continué un peu à y travailler, faire des extras. C'était un peu ma maison, quoi. Tu as fait tes armes chez Guy Savoy, 3 étoiles, la Monnaie de Paris, chez Alain Ducasse, au Plaza Athénée, qui est maintenant dirigé par Jean Imbert. Ouais. Est-ce que tu crois que la transmission et le travail font que la cuisine, c'est un art où il n'y a pas de hasard? Alors oui. Après, la cuisine, ça demande... Je pense que c'est comme tous les boulots, en vrai, quand t'es passionné et tout, ça demande énormément de temps. C'est un métier qui peut être très, très dur. Mais c'est très singulier. Et après, chaque cuisine est différente, chaque chef a sa manière de voir les choses. Parfois, c'est beaucoup plus de pression. Parfois, c'est jamais... en vrai, tu te fais jamais chier dans un restaurant quand tu travailles. C'est toujours des émotions, une exigence. Tous les jours, c'est différent. Les produits que tu reçois. T'as l'amour aussi du produit. Quand tu reçois un beau poisson le matin, des fois, ça peut être même jouissif, des trucs comme ça. C'est quoi le produit qui t'a le plus éclaté un matin où tu te dis « Oh là, j'ai touché une belle pièce ». Bah écoute, moi, chez Alain Ducasse, j'ai travaillé 2 ans donc, dans son 3 étoiles et j'étais au poisson. En fait, j'étais au poste du poisson. Donc, je te raconte pas l'odeur. Voilà. Je rentrais chez moi, mon ex, elle était en folie. Je pouvais pas la toucher. C'est d'ailleurs pour mais... ça que c'est ton ex. C'est ça, non, exactement. C'est vrai. Et non, mais tu vois, des belles pièces de poisson bien brillantes, bien fraîches, tu vois, quand tu sens que ça a été pêché avec soin, quoi. Et le produit, ça reste ce qui fait la valeur d'un plat. Oui, je pense. C'est pas la technique, c'est pas la présentation comme on peut le voir dans les émissions de télévision. Je pense, c'est ce que je disais un peu ce matin. Je pense que, en vrai, même si t'es mauvais cuisinier, on me demandait, si on est mauvais cuisinier, est-ce qu'on peut vraiment cuisiner? Je pense que si déjà t'es un mauvais cuisinier, n'achète surtout pas un mauvais produit. Sinon, t'es foutu. Et je pense que c'est la base, quoi. Et un produit de saison. Si tu cuisines une mauvaise tomate en plein hiver, ça sera pas bon, c'est sûr. Mais alors, le conseil pour quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout la culture du produit, où trouver des bons produits quand on s'y connaît pas? Mais ça dépend, en fait, ça peut être partout. Ça peut être chez ton épicier, ça peut être au marché, ça peut même être des fois en grande surface, mais il faut juste bien choisir. Alors, comment bien choisir? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut... déjà, il faut rester dans la saison. Je pense que c'est le plus important. Après, bien sûr, on peut tous manger des tomates, une salade de tomates en hiver, on a le droit. Hein. Mais il faut peut-être questionner aussi la personne qui le vend, tu vois. Peut-être pas en grande surface, mais chez ton épicier, lui demander d'où ça vient, etc. Des fois, le bio, ça peut aider aussi. Pas tout le temps, mais je pense que ça peut des fois aider. Donc, questionner, poser des questions, discuter, en fait, créer du lien social autour de l'achat de sa nourriture. Exactement. Et puis se renseigner aussi. Tu vois, peut-être, je sais pas, quand tu rentres dans un marché et que tu vois telle tomate, tu peux rechercher aussi maintenant avec le smartphone. Enfin, on peut rechercher en 2 secondes tout ce qu'on veut. Tiens, cette tomate, je sais pas, tomate cœur de bœuf, tiens, est-ce que c'est bien ou quoi? Ça te dit direct. Donc, cultiver sa curiosité. Ouais. Et cultiver sa curiosité, c'est quelque chose que tu permets aux plus jeunes avec la maîtrise du réseau social qui est en train de tout éclater chez les jeunes, qui est TikTok. Yes. On t'a découvert sur TikTok. Là, tu sors un livre où il y a tes recettes. Ça s'appelle En cuisine avec Diego Allary, avec ce grand bandeau, le premier livre du chef français le plus suivi au monde sur TikTok. Oui, en fait, moi, c'est là que tout a commencé. En fait, bon, après, je suis passé dans Top Chef et tout, mais TikTok, ça a été le bond d'un coup. Et j'ai essayé, au début je me suis lancé comme ça dans des petites recettes et j'ai essayé de faire ça, de proposer ça aux gens et en fait ça a grimpé, j'ai vu que ça intéressait vachement les gens. C'est des recettes accessibles, c'est ce que je propose sur TikTok. Et par exemple, le livre, c'est des recettes complètement exclusives, sauf 10 coups de cœur de TikTok, mais ça reste... c'est un peu plus poussé que sur mes vidéos TikTok, le livre, mais ça reste toujours des recettes accessibles et à refaire. Mais je tiens à dire que les vidéos TikTok sont déjà extrêmement poussées, en fait. Parce que
on en parlait juste avant l'émission. Tu me disais le livre. Je dis, moi, la cuisine, à part le Thermomix, j'y connais rien. Je vais être transparent, je vous dis tout à l'antenne. Et quand je vois ce que tu proposes, ça m'a l'air insurmontable. Non, pas tant que ça. En vrai, pas tant que ça. Des fois, ça dépend les recettes. Des fois, il y a des recettes très très simples. Des fois, il y a des recettes avec des restes que je propose sur TikTok. Tu vois, les restes d'un poulet rôti ou quoi. Et c'est vraiment fait Est-ce qu'on peut faire une recette avec les restes de notre innocence? Bien sûr. Alors, je propose. Là, par exemple, réaliser une pâte de gyoza. J'ouvre le livre à la page 78. Donc, ingrédients 250 g de farine T55. Déjà, je ne sais pas ce que c'est. 14 centilitres d'eau. C'est génial, l'eau, c'est super. Il faut boire que ça. Une cuillère à café de sel, de la maïzena. Donc, à partir de ça, il y a toutes les étapes, comme un roman photo. Ouais. Là, t'es sur la page tuto, par exemple. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des recettes. Mais ça, tu vois, ça, par exemple, ça me parle. Bah voilà, parce qu'il y a des photos pour les... Mais ça, en fait, j'ai essayé de l'apporter. C'est un truc que j'ai essayé d'apporter en plus sur les recettes. Et c'est le clin d'œil aussi à TikTok, tu vois, des recettes TikTok où j'explique. C'est des petits tutos. On t'apprend à faire une pâte à pizza ou une pâte à gyoza, faire une mayonnaise. Donc, par exemple, quand on regarde la recette du pain quiche, à la page 109, ce qui est marrant, c'est que juste en dessous, il y a le nombre de millions de vues de ta recette. Yes. Pourquoi? Mais ça, c'est les 10 recettes, c'est mes 10 coups de cœur de TikTok que j'ai voulu rajouter en plus des recettes exclusives. Et y a les millions de vues parce que c'est un petit clin d'œil aussi pour la communauté, tu vois. Je trouvais ça cool aussi. C'est pas forcément celles qui ont le plus marché, mes coups de cœur, mais je sais pas, c'est celles où les gens en ont le plus parlé, etc. Celles que je voulais mettre en avant. Alors moi, il y a un truc qui me fait délirer parce que j'essaie de le faire tout seul, c'est les bœufs fromage. Ouais, la recette, très facile. On a tous essayé chez nous de faire des bœufs fromage en disant ça a l'air très simple, mais c'est pas si simple. Ah, mais déjà, si t'as essayé de faire ça, c'est très bien. Oui, j'ai raté, je te rassure. Comment donne-nous à la radio comme ça, de mémoire, la recette des bœufs fromage. Bœuf fromage, c'est très simple. C'est du fromage coupé en rectangle. Ouais. Ok, en longueur. Ouais. Et en fait, tu entoures un carpaccio de bœuf autour. C'est tout. C'est tout. Et après, moi, je me disais, est-ce qu'il faut faire le bœuf et rentrer le fromage dedans après? Non. Dans quel sens? Non. Tu piques ton fromage dans une brochette et ensuite t'entoures avec un fin carpaccio de bœuf. Tu sais, les carpaccios, tu peux les acheter partout. Un carpaccio de bœuf. Et ensuite, à toi de voir si tu veux le tremper dans la sauce soja sucrée, salée, et ensuite le faire griller à la poêle. Et on peut choisir son fromage? Tous les fromages marchent? Bien sûr. Ou que du comté ou de l'emmental? Du comté, de l'emmental. Ça peut être du gouda, de la mimolette. C'est quoi ton fromage préféré? Moi, c'est le Saint-Nectaire. Ah là, t'es un bon Saint-Nectaire. Oui. On voit qu'il est allé chez Jean Humbert. La base. Mais alors, explique-moi, parce que moi, c'est une vraie quête dans ma vie, où trouver et comment trouver un bon Saint-Nectaire. Parce que t'es d'accord avec moi, des fois, il y a des Saint-Nectaires un peu claqués au sol. C'est vrai. Après, c'est un peu comme tout, en vrai. Il y a des trucs claqués, des trucs un peu mieux, tu vois. Mais non, je pense dans une fromagerie. Dans une fromagerie, t'es sûr que t'as toujours un level au-dessus. Après, des fois, c'est un peu des trouvailles. Tu peux tomber sur un très bon, mais je pense les fromageries en ont des très bons. On vient d'écouter Hamza et Christine and the Queen avec le morceau Minuit 13. Pourquoi tu l'as choisi? Écoute, c'est un morceau qui m'emporte. Il m'emporte, et puis c'est un mélange de rap. Puis j'adore la vibes d'Hamza. Hamza, artiste incroyable. Ah ouais. Et en cuisine, est-ce que la musique a une importance? Oui, de plus en plus. Et je pense qu'on met de plus en plus, par rapport à, par exemple, il y a 20 ans, tu vois, je pense qu'on met vraiment de plus en plus de musique en cuisine. Ça apporte une good vibe, ça apporte quelque chose. Moi, je me souviens, il y a 5 ans, quand je travaillais chez Alain Ducasse, on n'avait pas le droit d'en mettre. Et je sais qu'il y a maintenant, il y a 2 ans, ils ont commencé le chef un jour a dit non mais c'est bon, ça suffit, on met la cuisine, tu vois. Donc ça apporte un plus, c'est sûr. Mais alors, on va lever ensemble un mystère. Pourquoi il y a cette foutue musique lounge dans les restaurants alors que les chefs n'écoutent pas ça? Je sais pas, je pense que c'est pour amener de la douceur. Moi, c'est peut-être pas ce que je mettrais dans mon restaurant, mais c'est peut-être pour amener un peu de cosy. Parce qu'il y a toujours des restos où des fois, moi je vous le dis, les restaurateurs qui nous écoutent, arrêtez avec cette musique. Moi, les restos avec de la musique, j'en peux plus. Avec de la musique qui n'est pas de la musique, quoi. Je préfère quelqu'un qui me passe 1 heure de flamenco s'il aime ça, pour manger un flamencoche. Mais on peut pas écouter de la musique au kilomètre. C'est quoi? Non, je suis d'accord. C'est pour un problème de droit? C'est quoi l'histoire, en fait? Ah non, je pense que tu peux mettre la musique que tu veux. Tu peux faire ta playlist. Après, bon, si tu vois, par exemple, si moi je m'écoutais, je mettrais que du rap. Et alors? Ouais, mais
Enfin, si, c'est possible, en vrai. Mais moi, je serais plus en mode. Après, ça dépend le concept que tu veux, tu vois. Moi, si un jour j'ouvre un restaurant à tapas, bah, par exemple, je mettrais peut-être de la musique flamenco. Qui sait. Et je reprends ce livre au hasard, la tortilla con queso. On parle encore de fromage. Cette recette-là, 4 personnes, facile, cuisson 30 minutes. Est-ce que moi, je peux vraiment la faire? Bien sûr. Bien sûr que tu peux la faire. Il n'y a rien de compliqué à part couper des petites pommes de terre en carré. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire après? Après, t'empiles, pommes de terre, des œufs, du fromage, du jambon, t'empiles, tu laisses cuire et ça te fait une belle tortilla con queso. Et si je mange pas de porc, par quoi je remplace le jambon? Ah bah tu peux remplacer le jambon par exemple du pastrami. Ça peut être pas mal. Du pastrami, du bœuf, du poulet, de la dinde. C'est quoi l'ingrédient si là je dois imaginer un frigo imaginaire et qu'on doit recevoir des gens pour dîner, qu'est-ce qu'il doit forcément avoir dans notre frigo pour réussir à cuisiner des plats comme Diego Allari, hein, pas comme moi? Je pense que ça dépend un peu de tout le monde. Là, on arrive dans l'hiver. Je pense qu'il pourrait y avoir... moi, dans mon frigo, il y aurait peut-être une pâte feuilletée pour enrober quelque chose. Il y aurait toujours un peu de citron vert aussi, un peu de piment, et puis des petites pommes de terre pour nous caler un petit peu, faire un beau plat. On peut faire plein de beaux plats avec les pommes de terre. Juste avec ces ingrédients-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah, une pomme de terre, par exemple, on peut la cuire à l'eau, ensuite la couper en tranches, l'assaisonner avec un peu d'huile d'olive, du parmesan râpé, juste tiède comme ça, et ça se mange sans faim déjà. Si je te demandais une recette portugaise à faire simplement? Une recette portugaise à faire... Ma mère, elle fait une soupe aux choux, une très très bonne soupe aux choux. Comment on fait une soupe aux choux? Ah bah tu laisses cuire le chou dans de l'eau, tu l'assaisonnes, tu ajoutes à la fin un peu de crème, quelques pois chiches, un peu d'épices, puis ça part. Mais ça a l'air tellement simple quand tu le dis. Mais la cuisine, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Faut juste s'y mettre, quoi. Toi, c'est ce que t'as fait dans la vie. Tu t'y es mis. C'est ça, je m'y suis mis. Et aujourd'hui, tu sors un livre. Et aujourd'hui, ouais, je sors un livre. Je pensais pas un jour dans ma vie, je pense il y a 5 ans en arrière, j'aurais jamais pensé sortir un livre. Mais voilà. Pourquoi? Parce que ça te paraît inaccessible, la lecture? À moi, la lecture, ça me paraît complètement inaccessible. Je vais te faire un aveu. Je pense que, sincèrement, j'ai jamais, à part les livres de cuisine et de recettes, moi, je n'ai jamais lu un livre de cuisine. Moi, je suis dyslexique, en fait. D'accord. Donc, j'ai énormément de mal à lire. Et même des fois, ça m'arrive à m'exprimer. Tu vois, c'est un peu un tabou chez moi. Mais ouais, c'est pour ça que j'aurais jamais pensé faire un livre, quoi. Ça me paraît ouf. Et pourquoi est-ce que c'est un tabou chez toi? Bah, c'est un peu un tabou. Moi, je te sors pas une phrase sans faute, hein. Donc oui, c'est un tabou. Je peux pas. Il y a plein de choses je suis bloqué sur plein de choses à cause de ça, tu vois. Oui, mais regarde, t'arrives à sortir un livre, ton talent parle pour toi, il y a des millions de personnes qui te suivent. Ah, c'est clair. C'est pour ça que heureusement qu'il y a eu la cuisine, parce que ça m'a un peu sorti d'un mood où je me sentais nul dans plein de choses, tu vois. Mais c'est toujours un peu ce qu'on m'a reflété. Quand je faisais du foot, bah du coup j'étais à fond dans le foot, mais j'étais plus à l'école. Mais quand je suis retourné à l'école, en fait, j'ai compris que c'était pas ça du tout, tu vois. Et on m'a toujours j'ai jamais eu de bons commentaires sur mes livrets de notes ou quoi. Et c'est quand la cuisine est arrivée que j'ai commencé à avoir du positif, et j'étais en mode mais c'est génial, tu vois. J'ai continué du coup. Qui est-ce qui t'a donné le plus confiance en toi quand toi justement t'étais dans tes complexes? Je dirais que c'est tous les gens qui ont bossé avec moi, qui m'ont apporté des choses, qui m'ont appris des choses. Il n'y a pas une personne en particulier. Je pense que c'est plein de choses, c'est plein de gens, plein de rencontres. Aujourd'hui, bah, ça pourrait être mon manager. Enfin voilà, c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance parce que c'est aussi grâce à ça, c'est grâce, je pense, ça marche aussi parce que j'ai un bon entourage. Tu vois, j'ai pas 36 personnes autour de moi et ça fonctionne bien comme ça. Et voilà, j'ai confiance aux gens, les gens me font confiance, on prend du plaisir, on kiffe. C'est le plus important. C'est quoi ton ambition dans la vie aujourd'hui? Mon ambition, c'est... Si déjà t'ambitionnais pas de sortir un livre, ouais. Qu'est-ce que tu imagines d'irréalisable que tu pourrais réaliser? Bah écoute, moi j'ai toujours eu un rêve, c'était d'ouvrir un restaurant à Paris. C'est un de mes rêves. Pour l'instant, je pense que c'est un projet dans lequel j'ai envie de me plonger à fond. J'ai pas envie de le faire à l'arrache et juste d'ouvrir parce que c'est le moment pour surfer sur la vague et tout. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me focus un peu plus là sur mes vidéos, de pousser un peu plus le concept, d'aller à fond. Et je pense que mon rêve serait d'ouvrir mon restaurant rêvé. Alors il serait où? Idéalement dans quelle rue? On va rêver ensemble, Au cœur de Paris? Le cœur. Où tu veux, vraiment. Donne une adresse, vas-y. Je sais pas. On est au Monopoly là, éclate-toi, vas-y. Je sais pas, j'aime bien Montorgueil.
Mais après, ça peut être aussi ouf de faire un restaurant à Ivry-sur-Seine. Bah oui, très bien, 9-4. Mais oui, ça peut être ouf de faire un restaurant partout tant que je m'y sens bien, quoi. Il y aurait quoi dans ce restaurant? Fais-moi kiffer. À quoi il ressemble? Il y aurait mes racines, mais il y aurait surtout, je veux qu'on s'y sente bien. Et il y aurait des grands sofas? Il y aura peut-être des grands sofas, ouais. Mais je veux vendre surtout je veux pas. Il y aura du Wi-Fi gratuit? Il y aura quoi? Du Wi-Fi gratuit? Bien sûr. Ouais, super. Attends, en 2021, si tu sors pas du Wi-Fi gratuit, t'es foutu. Ouais. Il y aura du Saint-Nectaire? Il y aura de la musique, il y aura du Saint-Nectaire, il y aura de l'Espagne, il y aura du Portugal. Trop bien. Voilà, il y aura des prises pour recharger son téléphone. Il y aura des prises pour recharger son téléphone, peut-être même sur la table direct. Je sais pas, mais rigole pas. Avec des ports USB-C direct? Oui, attends, mais c'est pas un espace de working non plus. On reste sur un restaurant. Qu'est-ce qu'on y boit? Qu'est-ce qu'on y boit? Ouais, dans ton restaurant de rêve. On pourra y boire des bons cocktails, des cocktails sans alcool aussi. On peut des beaux vins, un peu de tout. Du poisson? On pourra manger du très bon poisson. Poisson frais comme à l'époque? Oui, du poisson frais. Et de toute façon, moi, je compte faire quelque chose de très méditerranéen. Comme je t'ai dit, plus basé sur Espagne, Portugal. Moi, je suis un très, très grand fan des restaurants à tapas. J'ai passé tout mon été à Minorque. D'ailleurs, le livre, je l'ai écrit en Espagne. J'ai écrit une partie dans le sud et ensuite en Espagne. Et c'est vraiment la cuisine que j'affectionne au plus profond de moi. C'est là où je me sens très, très bien. J'aime pas les chichis, moi. J'aime pas quand on arrive... Enfin, tu vois, avant, quand j'allais au restaurant, dans les étoilés, etc. Pourtant, au Portugal, sur la plage, on mange beaucoup de chichi. Exactement. Avant, j'adorais quand on allait au restaurant et qu'on te racontait un peu tout le plat. Oui, là, vous avez un merlu sur un lit de caviar, machin truc. Et en fait, je pense que plus j'avance, je suis encore très jeune, mais plus j'avance, plus ça me saoule. C'est vrai? Complet. Ouais, ça me saoule. En fait. Alors moi, quand au resto, moi, ce qui me saoule dans les grands restaurants, c'est pas ça, c'est qu'on vienne te déranger toutes les 5 minutes pour te mettre de l'eau. Ouais, aussi, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais ce truc, je trouve, que quelqu'un vienne te raconter le travail d'un cuisinier, je trouve ça quand même assez intéressant. Non, mais c'est bien, bien sûr. Non, mais je dis pas que c'est pas bien, tu vois. Moi aussi, j'aime ça. T'as envie d'une formulation plus simple. Mais j'ai du mal avec maintenant les toutes petites assiettes et t'en as 20 d'affilée, etc., etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc en allant énormément en Espagne, parce que je suis très souvent en Espagne. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'adore quand il y en a plein sur la table. Bah oui. Quand t'as 10 plats d'un coup sur la table qui arrivent d'un coup et t'es là en mode oh là là, et tu prends. Donc toi, en fait, ce que tu veux, c'est un restaurant de partage où ça rigole. Exactement. Ouais. Je veux un restaurant où on se prend pas vraiment la tête, où tout ce que tu manges est très bon. Je veux pas un plat qui est sous l'autre ou quoi. Je veux beaucoup de fruits de mer, du poisson, de la Méditerranée, du sud. De quoi t'es nostalgique, toi? Même si t'es encore jeune et immensément talentueux, comme le prouve ce livre, En cuisine avec Diego Allari. Je suis nostalgique, je sais pas, de ma jeunesse pure, des moments que je passais avec mes potes. C'est vrai que j'ai moins de temps pour passer je passe moins de temps avec mes potes et tout. Je suis à fond dans le boulot, les vidéos, là, le livre qui est sorti. Je suis un peu nostalgique de ça, des fois, des moments entre, je sais pas, avec mes potes, ouais. Les tatouages, c'est des marqueurs de nostalgie? Eh ben écoute, sincèrement, non. D'accord. Les tatouages, c'est... Ça marque des époques, en tout cas. Ça marque des époques. Après, ça peut vouloir tout et rien dire pour moi. Je me prends pas vraiment la tête sur ça, les tatouages. J'ai des tatouages qui veulent rien dire aussi. Tu comprends pourquoi on te parle de ça à la télévision? J'ai pas compris, moi. Des tatouages? Ouais. Bah, je pense que c'est un marqueur. Ça se voit sur moi, donc peut-être qu'on m'en parle. Et c'est peut-être pas habituel pour un cuisinier d'avoir des tatouages. Le monde de la cuisine est en train de changer là, avec les nouvelles générations. Qu'est-ce qui va différencier ta génération de celle de chefs qu'on a connus? Qu'est-ce qui va changer? Je pense que les réseaux, ça a apporté quelque chose en plus, le fait de se montrer. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la cuisine, on me disait souvent, non mais t'as pas à faire de compte Instagram. Moi, je me rappelle, quand je travaillais dans des restaurants étoilés, les chefs me disaient souvent que j'avais pas le droit de poster ce que je faisais, les aliments qu'on recevait le matin. J'étais souvent à faire des photos, j'adorais. Et on était souvent bloqués face à ça. Et voilà, maintenant je les vois tous, ils font tous des photos. Je pense que maintenant c'est rentré dans les mœurs en fait. Les réseaux, ça va, il faut partager, il faut. Je pense la musique aussi, ça a ouvert les esprits. Les tatouages maintenant. T'es cuisinier, t'es tatoué, tu fais ce que tu veux, quoi. Si t'as envie de pas être tatoué, c'est comme tu veux. Et TikTok, en quoi c'est une révolution par rapport à Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat? Alors, je dirais que c'est plus créatif. Je pense qu'il y a un esprit plus de création sur TikTok,
C'est pas vraiment un réseau où tu peux parler, discuter avec les gens. C'est plus un réseau où tu partages une vidéo, que tu crées quelque chose, tu suis les tendances. Et ça a amené, je sais pas, ça a amené un truc en plus. Et moi, quand je suis arrivé sur TikTok, il y avait personne en cuisine. Il y avait pas beaucoup de chefs, surtout en France. Donc, je me suis tout de suite mis dans le truc et j'ai essayé d'amener une nouvelle façon de filmer, de mettre les gens, de faire comme si les gens étaient en train de cuisiner à ma place, quoi. Qu'est-ce qu'elle a de magique, cette application? Parce que tous les gens qui utilisent TikTok sont incapables de revenir sur Instagram ou sur Facebook. On a l'impression qu'il y a encore quelque chose qui s'est passé. Bah, moi, je pense que c'est la diversité du contenu que tu peux avoir sur TikTok qui est vraiment différente d'Instagram. L'algorithme, je pense, ne fonctionne pas pareil. Comment il fonctionne? Ah, ça, j'en sais rien. On sait pas, ouais. Non, ça, je sais pas, c'est un secret. Mais je pense, ouais, c'est différent. Sur Instagram, tu peux plus tomber... Après, c'est très bien. Moi, j'utilise aussi Instagram. Je mets des reels sur Instagram, ça marche très bien aussi. Mais sur Instagram, tu tombes plus sur les trucs que tu likes, en fonction de ce que tu likes, etc. Et sur TikTok, tu peux tomber sur des trucs, mais what the fuck. Et des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, tu réfléchis et tu te dis, mais ah ouais, en fait, c'est sympa, c'est marrant et tout. L'humour peut être noir, l'humour peut être, je sais pas, décadent. Enfin, il y a des trucs vraiment cool. Et j'ai l'impression que sur TikTok, il y a ce truc qui est en train de pourrir, qui a pourri Twitter à vie, qui est aussi sur Facebook et qui commence à arriver sur Instagram, la haine en ligne. La haine en ligne, j'ai l'impression que TikTok, c'est un espace encore un peu safe, où on est protégé. Bah écoute, moi j'ai 2,5 millions de personnes qui me suivent, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs. Après, voilà, je fais de la cuisine, donc je vois pas ce qu'on peut en vrai, tu vois, me reprocher. Mais oui, écoute, moi pour l'instant, j'ai pas été touché ni tous les. On a déjà vu des cuisiniers ou des pâtissiers se retrouver dans la sauce, sans mauvais jeu de mots. Bah ouais, mais de toute façon, tout le monde peut se retrouver dans la sauce maintenant avec les réseaux. En vrai, tu fais un message de trop ou je sais pas, et ça peut partir en vrille. Mais moi, je reste hyper attention. Je discute pas trop sur mes réseaux. Je réponds aux commentaires. J'essaie d'être à fond avec les gens qui me suivent, de leur répondre. Mais voilà. En tout cas, apprenez à vous protéger et à protéger vos proches des réseaux sociaux. La musique, c'est quelque chose de très important pour toi. Tu as installé un restaurant éphémère dans un club à Paris qui est le Wanderlust. Yes. Tu voyais, j'imagine, beaucoup d'artistes passer, beaucoup de gens passer. Est-ce que finalement, cuisine et musique font bon ménage dans le mode de vie? Ah bah, cuisine et musique font bon ménage. Surtout que moi, sur TikTok, je prends soin à choisir mes musiques. Parce que... il faut faire, quand tu postes une vidéo, il faut mettre aussi la bonne musique. La musique peut te rapporter aussi des vues. Ça dépend. Donc, je pense que ça va carrément ensemble. Ça peut être du rap, des fois, sur les vidéos. Ça peut être aussi de la house. Ça dépend. Alors, c'est marrant parce que la façon dont tu parles de TikTok, on voit qu'il n'y a pas de hasard, en fait, dans ton travail, même là-dessus. T'as pas juste mis des recettes et tu les as filmées. Il y a un calcul, il y a une réflexion. Je parle à un cuisinier et à un vidéaste. Ouais, il y a une... j'ai pas monté une société de production pour rien. C'est vraiment... il y a une recherche. Il faut déjà... C'est un calendrier où tu prévois toutes tes recettes. Parce que c'est ça que les gens oublient un peu, c'est que quand tu fais des recettes vidéo filmées et tout, il faut que... déjà, tu dois aller acheter les aliments, tu dois aller acheter tous les produits. Ensuite, tu dois filmer, tu dois faire la recette en même temps. Après, tu postes ta voix off. Après, tu fais ton montage. Moi, je fais tout moi-même. Donc voilà, c'est du taf. Ça peut prendre une journée en tout de faire une vidéo. Ça prend une journée d'ailleurs. Avant d'ouvrir ton super restaurant à Paris, dans le cœur de Paris, où il y aura du poisson et des tapas, t'as monté une société de production. Yes. Explique-moi, raconte-moi. J'ai monté une société de production parce que... Comment elle s'appelle déjà? Vamos Production. Oui, évidemment. Et j'ai monté cette société parce qu'en fait, je me suis rendu compte que au nombre de vues, etc., ça prenait beaucoup d'ampleur. Et je pense qu'il fallait faire les choses un peu plus sérieusement. Tu vois, parce que moi, au début, voilà, j'ai commencé, je travaillais à Touchère, à Saint-Tropez, où tu étais venu manger d'ailleurs, au restaurant de Pharrell Williams et Jean. N'en dis pas trop. Et donc, du coup, je me suis lancé en fait dans les vidéos TikTok en même temps où je travaillais là-bas, tu vois. Donc, c'était un peu chaud, je faisais ça en même temps, c'était hyper compliqué. Et en fait, je suis rentré chez moi, tout a commencé au confinement. Je me suis un jour enfermé, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je vais faire? En fait, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me suis dit, mais c'est chaud là, il n'y a rien après, en fait, tu vois. Et c'est là que je me suis lancé sur TikTok. Et de fil en aiguille, en fait, ça a fait des vues, ça a marché, les retours, les gens. Et ouais, je me suis dit qu'il fallait faire ça sérieusement, tu vois. Et gérer, y a aussi d'autres côtés, tu vois. Ça peut être parfois, alors j'en fais très très peu, mais des petits partenariats, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça nécessitait une boîte de production. Et une organisation.
Et une organisation, ouais. Tu te rends compte, t'es passé de footballeur blessé, dyslexique, tu sors un livre, t'as une boîte de production, bientôt t'auras ton restaurant, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est dingue. Sincèrement, c'est dingue. Des fois, je me réveille le matin, je me dis, mais c'est dingue. Je me dis, même des fois, c'est pas pour moi, tu vois. C'est un peu chaud et tout. T'as encore le syndrome de l'imposteur. Tu penses qu'on va tout te prendre? Ah, sincèrement, ouais. Je pense parce que c'est le début. Mais enfin, j'en sais rien. Peut-être on verra dans 2 ans. Mais je me dis, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, moi, c'est pas possible qu'il m'arrive ça. Moi, je fais des vues, je fais autant de vues. Je fais des vidéos à 10 millions de vues. C'est pas possible. Mais si, voilà, c'est possible. Et en vrai, bah, en vrai, tu vois, j'arrête pas aussi. Je fais que ça. Donc, je fais pas de week-end. Enfin, tu vois, je pars jamais en week-end, par exemple. Je fais que ça. Les vidéos, je me réveille le matin, boum, la vidéo, le truc, je gère ça à droite, l'ouverture du restaurant en même temps. Qu'est-ce qui te drive justement à pas compter tes heures? C'est l'insécurité? C'est non, je pense c'est. Parce qu'il y a quand même un fond d'insécurité quand on est comme ça. On se dit bon, il faut que je regarde ma place parce qu'on peut me la prendre, quoi. J'ai l'impression que c'est ça en t'écoutant. Ah bah peut-être que ça me drive aussi. Ouais. Tu vois, je pense que ça aussi, ça me drive. De toute façon, en vrai, là, je suis numéro 1 sur TikTok, tu vois, mais peut-être qu'un jour il y en a un qui va arriver, qui va me dépasser. Mais c'est, tu vois, et c'est ça aussi qui me motive. C'est ça qui me drive. Et en vrai, je pense pas trop à ça. J'y pense pas tellement. Je pense plus au fait de me dire non, mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est ça qui fonctionne, donc il faut que j'y aille à fond. Et tu vois, je te parlais de la société de production juste avant. Mais là, mon but, c'est vraiment de monter tout ça, d'évoluer, je sais pas, d'avoir une personne à temps plein qui travaille avec moi, tu vois. De faire des formats plus longs. De faire des formats peut-être aussi plus longs. Aujourd'hui, quand on voit toutes les plateformes, on prend MyCanal, Netflix ou Disney+, est-ce que toi, c'est quelque chose, tu dis, bah, en fait, même le monde audiovisuel est en train de changer. Peut-être que c'est des gens avec qui tu as envie de faire des choses. Ah non, mais carrément. Et puis, me diversifier. Puis là, voilà, je suis à fond sur TikTok, mais aussi se diversifier peut-être sur d'autres plateformes. J'aimerais bien aussi proposer un autre format, peut-être un jour à la télé, j'en sais rien, avoir une petite chronique, tu vois. Je pense que ces recettes, elles peuvent par exemple, marcher à la télé. Je suis sûr, j'en suis convaincu. Bah, tu peux venir quand tu veux. Hein. Je veux dire, je connais des gens à la télé qui ont fait des super émissions le samedi sur Canal. Non, mais je suis convaincu que ces recettes peuvent marcher en plus poussé et d'avoir avec moi des gens autour qui m'aident aussi. Parce que voilà, comme je t'ai dit, moi, je fais tout de A à Z. Je suis vraiment chez moi. Je me réveille, je sors de mon lit et je me mets sur mon bureau et là, je fais tout, tu vois. Et j'aimerais peut-être rentrer dans un truc plus pro et pousser le truc, quoi. Et bah, mon Diego, le jour où tu as une envie, t'es chez toi. Voilà, je te le dis à la radio. L'invitation est lancée. Diego, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle kebab. Ouais. Moi, je dis tout. Voilà, j'aime le kebab. Voilà, c'est comme ça. Comment on fait un bon kebab? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Ah oui. Alors, un bon kebab, je suis pas le pro du kebab, mais je pense qu'un bon kebab, c'est de la bonne viande marinée. Tu peux même faire un mélange de viande. Comment on fait ça? Tu peux, par exemple, si tu as une broche à la maison, attends, là, je sais que tu vas me regarder, tu vas me dire, oh, non, mais j'ai pas de broche et tout. Mais je te jure, j'ai une broche pour faire d'autres trucs, mais j'ai une broche. Ok. Non, je rigole. Non, mais tu peux même, par exemple, un kebab express, tu prends du poulet, tu le tailles en morceaux, tu peux y rajouter de l'agneau que tu tailles en morceaux, tu vois, une épaule d'agneau, quoi. Tu fais mariner tout ça avec du yaourt, des épices, de l'ail. C'est-à-dire qu'on met la viande dans le yaourt? Exactement. Wow. Et tout ça, ça va mariner. Et en fait, ça va même être meilleur que les kebabs que tu retrouves partout, je pense. Tu mets de l'amour. Tu laisses tout ça griller au four. Et ensuite, si tu veux le retailler un peu plus finement, tu peux. Dès que la Comment ça, tu mets de l'amour par rapport à la... Tu mets de l'amour, tu vois. À voir avec la sauce. Tu mets... Ah si, ça a à voir avec la sauce. D'accord. Tu mets la marinade. Je pense que le kebab, ce qui est le plus important, c'est la marinade. Mais si déjà tu pars sur une base de yaourt, ail, piment de Cayenne, un petit peu de moutarde et du ras de zélanouts, ça te fait une bonne base. On écoute Booba, salade tomate oignon.